Belinda, tu es réclamée sur la chaîne, on te voit plus assez. Salut. Du coup, dis-nous ce que tu penses de l'i17. Bah franchement, moi je l'aime beaucoup. T'es bien assise? Ouais, franchement le petit massage là. Tu te sens comme une présidente? Moi j'aime bien. Est-ce que la meilleure place ce serait pas plutôt à l'arrière? Peut-être, il y a tellement d'espace derrière, c'est abusé. Ah, c'est peut-être pas mal que t'ailles à l'arrière finalement. Ouais, peut-être. Bon les amis, c'est parti. Salut à tous, enfin une grande berline électrique chez Volkswagen. Ici on est clairement sur une sorte de Passat électrique, concurrente des BMW i5, Mercedes EQE, EQS, des Tesla Model S, des Ioniq 6. Vous voyez qu'il y a pas mal de monde sur le segment. Alors est-ce que Volkswagen se démarque un petit peu de la concurrence? Est-ce qu'il est monté en gamme sur ses ID? Bien sûr, on va parler d'autonomie, de connectivité. Vous voyez que le système à l'intérieur aussi a pas mal évolué. On a fait un essai longue durée sur plus de 2000 km les amis. C'est parti. Bon, en termes de look, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai que la gamme ID, elle est quand même un petit peu molle, elle manque de caractère. Ici, c'est quand même assez réussi, hein. C'est un petit peu comme la ID Buzz, je pense que c'est mes deux voitures préférées, avec ces petits appendices un peu sportifs. Et puis c'est vrai que c'est une voiture qui est très profilée. Évidemment, on a un bon CX 0,23, c'est pas le meilleur de la catégorie, hein, mais ça reste plutôt pas mal. Alors ici, on a évidemment pas mal d'options. On a notamment cette couleur biton avec le toit panoramique. On a ces jantes Montréal de 20 pouces, vous voyez, aux 3/4 pleines, donc assez bien pour l'aéro. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une voiture quand même qui en impose, qui a une certaine stature. Bon, on va parler des dimensions. Vous voyez que c'est une voiture qui est vraiment très longue, on est presque à 5 mètres de long, presque 3 mètres d'empattement à la distance entre les roues. En revanche, on a un très bon diamètre de braquage malgré l'absence de roue arrière directrice. Et ça, je dois avouer que Volkswagen a fait une vraie prouesse. Elle se manie assez facilement. Deux petits défauts quand même. La garde au sol qui est pas très élevée. Et là, regardez, dans certains coins en Italie, c'est vrai qu'on a même eu les roues arrière qui patinaient. Donc c'est assez dingue. Mais ça, c'est lié aussi à la longueur de la voiture. Puis c'est une propulsion également. On a aussi une voiture qui est très lourde. 2 tonnes 1 à 2 tonnes 2 suivant les versions. Donc là, bon, c'est un certain problème sur l'électrique. Et surtout sur les grandes berlines comme ça, où on met bien sûr des grosses batteries. Bon, je vous ai ouvert le capot ici pour vous montrer qu'il n'y a pas de frein, qu'il n'y a rien pour ranger ces câbles. Ça, c'est vraiment dommage, puisque ici, regardez, on a quand même pas mal de place. On n'a pas non plus de pompe à chaleur de série, elle est en option. Ça, c'est à peu près encore, je vous mettrai les prix, mais assez cher. Alors après, ça reste quand même une voiture qui est très technologique, avec de la conduite semi-autonome, une caméra à 360 degrés, des radars, des capteurs de parking, bien sûr. Je voulais aussi m'arrêter sur les feux Matrix LED. Regardez, je vous mettrai des images, et c'est une voiture qui éclaire extrêmement bien de nuit, là, sur les petites routes. Là, j'ai été assez bluffé. Et avec les feux matrices, bien sûr, on peut rouler tout le temps en plein phare. Bon, on passe à l'arrière, qui est relativement sobre, je trouve. En fait, c'est une voiture qui est surtout très belle de nuit, là, avec ces petits feux LED qui courent sur toute la longueur. Mais j'aime bien le côté un petit peu biton. Je trouve ça pas mal. Alors, évidemment, design oblige, ils ont enlevé l'essuie-glace arrière, qui est pourtant très pratique. Ça, c'est vraiment dommage. Regardez aussi. Là, on a l'ouverture du coffre électrique au pied. Donc ça, c'est vraiment très pratique. La contenance, on est autour de 530 litres, ce qui n'est pas incroyable vu la catégorie. Alors évidemment, on a quand même une belle longueur. Là, on a mis des meubles Ikea de plus de 2 mètres, surtout si vous rabattez les sièges. Vous voyez qu'on a une petite trappe à ski aussi au bout. On a un coffre, regardez ici, avec un plateau en 2 positions. Donc vous pouvez avoir un plateau totalement plat ou récupérer un petit peu d'espace. Par contre, le sous-coffre, regardez, je vous montre, eh bien malheureusement, il est envahi par le caisson de base, donc il prend une grande partie de la place. Et du coup, là, nos câbles, on est obligé de les mettre ici. Alors on termine par 2 fonctions que j'aime beaucoup. Regardez, déjà là, on a des petites trappes pour faire basculer les sièges, donc avoir ce fameux long coffre. Et puis regardez ici, on a encore un petit bouton. Ça permet de faire apparaître un petit crochet d'attelage. Ça, c'est vraiment pratique, d'autant qu'ici, on a une bonne capacité de traction. Alors là-dessous, on a la batterie classique du groupe Volkswagen, 77 kWh net, 82 brut, avec, regardez, un record pour l'autonomie. On est à plus de 600 km WLTP. Vraiment, c'est pas mal du tout. En plus, on a un mécanisme de préconditionnement, on va en parler juste après. Alors nous, on a mesuré à peu près 300 km sur autoroute d'autonomie en hiver, avec des températures vraiment très froides. On monte à 400 km l'été, là, quand il commence à faire autour de 20 degrés. La consommation, elle varie en fait entre 19 et 23 kWh au 100, sur autoroute bien sûr. Après, si vous faites que de la ville, on a réussi à descendre autour de 14, 15, 16 kWh au 100. Donc là, on peut atteindre par exemple les 500 km. Mais c'est vrai que dans les pires conditions, par exemple en hiver, vous chargez qu'à 80%. Là, il va falloir recharger tous les 250 km. Mais c'est vraiment le pire scénario. Dans l'ensemble, c'est assez satisfaisant. Donc vraiment, si vous voulez atteindre plus d'autonomie, attendez une plus grosse batterie qui devrait arriver très bientôt. Mais sinon, je dirais que c'est tout à fait correct. Alors au niveau de la vitesse de charge, on est plutôt pas mal. 175 kW. Nous, on a même dépassé les 180. Le 10-80% est annoncé en 28 minutes. Nous, on a réussi à faire le 5-80% en 27 minutes, le 5-90% en 35 minutes, les 100% en 45 minutes.
Vraiment bien les amis, d'autant qu'on va le voir à l'intérieur, mais on a un système de préconditionnement qui est même possiblement manuel. On a aussi du plug and charge, vous n'êtes pas obligé de badger, de mettre votre carte de crédit, d'aller sur une application mobile, donc vous branchez comme chez Tesla et ça charge automatiquement, c'est compatible avec plein de stations maintenant, donc ça c'est vraiment très cool. Le seul point négatif c'est plus la charge lente, puisque c'est limité à 11 kW, donc il faudra 7 heures pour recharger cette voiture sur une borne de village ou sur une wallbox à la maison. Si vous branchez sur une prise électrique, voilà, ce sera quasiment 24 heures parce que la batterie est assez grosse, on va en parler juste après. Donc c'est vrai que pour la charge rapide, c'est vraiment très bien, belle courbe de charge. Pour la charge lente, je dirais peut mieux faire. Alors regardez, je voulais vous montrer ça puisque les poignées sont électriques, donc vous avez juste à appuyer un petit coup comme ça et il n'y a rien qui se déploie de mécanique, donc c'est plutôt pas mal. Et puis écoutez ce bruit. Et oui, c'est très premium, vraiment c'est pas mal. Et alors ça a un effet un peu pervers, c'est-à-dire que vous avez tendance à avoir effectivement des portières lourdes et là en fait, elle se ferme pas électriquement si vous la fermez pas bien. Donc souvent on avait la portière ici mal fermée. Après, un point aussi qui m'a dérangé, c'est qu'on peut ouvrir la voiture qu'avec ça, c'est-à-dire la grosse clé Volkswagen classique. On n'a rien sur l'application mobile, on n'a pas de car key, de partage de clés numérique. Donc ça, je sais pas, en 2024, ça me paraît quand même un petit peu limite. Et puis, un problème aussi, c'est que effectivement, vous éloignez de la voiture, elle se ferme toute seule, vous arrivez, elle s'ouvre. Mais si vous avez par exemple des passagers à l'intérieur, la voiture passe son temps à s'allumer, à s'éteindre dès que vous éloignez de la voiture, vous allez fermer le portail, etc. Donc c'est pas très premium. Moi, je m'attendais vraiment à des systèmes ouvrants un peu plus modernes. Dernier point, on n'a évidemment pas de mode sentinelle comme chez Tesla pour s'occuper de la voiture, mais bon, là-dessus on s'était presque fait une raison. Alors côté motorisation, pour l'instant on n'a qu'une propulsion, mais beaucoup de puissance, 286 chevaux, 545 Nm de couple, la Vmax à 180 km/h, le 0 à 100 abattu en 6 secondes 5 les amis, c'est vraiment pas mal. Et puis Volkswagen a aussi beaucoup retravaillé sur ce moteur à aimant permanent pour qu'il soit plus efficient, pour qu'il se refroidisse mieux, et on va le voir en termes de conso, c'est vraiment pas mal. C'est aujourd'hui quasiment ce qui se fait de mieux, en tout cas sur la marque Volkswagen. Premier test d'autonomie en Suisse, donc sur les autoroutes qui sont limitées à 120 km/h, Zurich-Lausanne, 200 km, il nous dit qu'on va arriver avec 44% de batterie. J'ai tout remis à zéro, on va voir combien consomme cette voiture. Il fait pas très froid, il fait autour de 10 degrés, donc les amis, c'est parti. Alors regardez, ça c'est vraiment la plaie, c'est la lecture de panneaux qui marche pas, du coup vous avez des alertes. Alors ici par exemple on est sur une route à 80 hein, et il vous dit qu'elle est limitée à 60, voilà, et donc il bip tout le temps. Alors un truc très pratique aussi, c'est la lecture de panneaux et la vitesse qui s'adapte. Regardez ici, donc là il nous détecte le 100, donc il se met à 100. Et ça c'est vraiment pratique en Suisse parce qu'il y a beaucoup de radars au bord des routes, donc il faut faire vraiment très attention à sa vitesse ici. Bon, en France aussi hein. Vous voyez là il pleut, on a une assez mauvaise visibilité, mais le volant tient quand même très bien. Et puis en plus on a le volant capacitif, donc vraiment on peut mettre deux doigts là sous la pluie. Ça c'est un vrai confort hein, sur les grands trajets. Allez, on arrive à Lausanne et regardez les amis, on est autour de 42% de batterie après presque 200 km, donc c'est un peu moins bien que ce qui nous prévoyait. Regardez la conso, on est autour de 22 kWh au 100 alors que on roulait à 90 de moyenne, donc c'est pas foufou, d'autant qu'il fait pas très froid, on roulait pas très vite. Donc en France, j'ai un petit peu peur des consos qu'on risque d'avoir. Alors regardez là, on est à Genève, voilà, donc on a fait 275 km et on est à 18% de batterie. Et puis regardez, on a fait du 21,9 kWh au 100. Je vous dis, on fait 320 km sur autoroute en Suisse quoi. Alors regardez, on est arrivé à la borne avec 5%, fallait oser hein, mais je pousse toujours la voiture dans leur limite. Et ici regardez, il nous indique la puissance de charge qu'on peut espérer, 165, donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout on peut préconditionner la batterie, on peut aussi entrer une borne, il va le faire tout seul. Mais ça c'est bien, il vous donne vraiment la puissance que vous pouvez espérer atteindre et même le temps pour l'atteindre. Donc ça c'est une exclusivité hein, vraiment, j'ai vu ça sur aucune voiture. Allez, c'est parti pour notre test un petit peu traditionnel, puisqu'on a 254 km à faire en France, donc avec des autoroutes on va dire 110 et 130. Donc là la conso va sûrement augmenter un petit peu, on va voir. 254 km en principe elle les fait, mais avec les consos que j'ai eu, on peut se dire que ça peut être un peu limite, ce qui paraîtrait complètement fou hein, sur une voiture avec une grosse batterie comme ça. Vous voyez qu'on devrait arriver avec 27% de batterie. Alors regardez, là vraiment on a un temps exécrable. Et là on a tout qui fonctionne, le radar, la conduite semi-autonome, la réalité augmentée qui est bien pratique. Ça c'est très rassurant. Bon, nous voilà arrivés à notre station avec 20% de batterie après 250 km chargé à 100%, donc c'est assez moyen, c'est-à-dire qu'avec 80% de batterie on peut faire que 250 km vraiment au chausse-pied, c'est-à-dire que vous allez vous arrêter plutôt à 210, 220. Franchement c'est moins bien qu'une Tesla Model 3, voilà, qui a à peu près la même batterie. Et c'est vrai qu'ici on a des consos assez élevés, vous voyez, 22,8, hein, presque 23 kWh au 100. Alors c'est vrai qu'il fait pas très beau, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu des bourrasques de vent, mais enfin c'était pas non plus un temps horrible. La température était autour de 8-10 degrés, donc vraiment moi je trouve que
que par rapport au prix, par rapport à la prestation, il faudrait quand même une plus grosse batterie. Ça tombe bien, elle arrive. Sylvia, on va faire un test d'autonomie et regarde, il fait 14 degrés. Donc là, on n'a plus de problème lié au froid. On va faire, regarde, 334 km, on va où? On va à la frontière avec l'Italie. Voilà, depuis Nîmes. Donc en gros ici, on a mis le planificateur intégré. Vous voyez que il nous prévoit quand même une petite recharge au milieu puisqu'on s'est chargé qu'à 80%. Moi je voulais tester un peu, tu vois, on part à 80%. Combien de kilomètres on peut faire quand il fait beau? Eh bien Sylvia, comme on dit chez nous, c'est parti. Bon Sylvia, on arrive au péage. Je te propose un petit 0 à 100. Je t'ai mis en mode sport. T'es prêt? Alors, attention les amis. Oh, ça envoie pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi? On a presque 300 chevaux. C'est pas mal. C'est pas dégueu hein? C'est pas dégueu. On est sur l'autoroute Sylvia. Oui. Les gens veulent savoir qu'en est-il du confort. Déjà moi j'entends pas beaucoup de bruit. Eh ben écoute, la voiture est super silencieuse, c'est vrai, et on est très bien assis. Les sièges sont confortables, l'appui-tête au bon endroit, le volant il est capacitif, donc il n'y a aucun bip-bip. C'est vraiment très agréable sur les longs trajets. On a 2 écrans, même 3 avec l'afficheur tête haute. Donc le petit écran ici, il est pratique. Et l'écran ici, il est comme chez Tesla, donc c'est agréable aussi. On a toutes les informations. J'ai l'impression d'être dans un SUV, donc c'est très agréable. Je vois bien devant et tout, c'est super. T'es à combien de batterie? 36% et on a fait 154 km. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça veut dire qu'on peut faire 350 km. Bon là, il fait quand même assez chaud. D'ailleurs, tu vois la conso. Ici, on est à 20 kWh au 100, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que là, tu vois, ça monte et ça descend. On a fait donc 156 km. Là, on a faim, clairement. Du coup, regarde, on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose la prochaine aire pour charger. Et là, qu'est-ce qu'on a, Sylvia? Porsche. Incroyable, il nous fait sortir l'autoroute Porsche Fréjus. Donc nous, on n'a pas du tout envie de sortir l'autoroute. On veut, par exemple, aller chez Ionity. On peut pas filtrer les bornes. Faut faire manuellement. Donc voilà, bah écoute, on va se trouver une petite station et on va recharger autour de 30%, ce qui est pas si mal. Bon, on va gagner encore du boulot. Tu vois, il nous dit aussi qu'on va pouvoir charger à 118 kW, qui est le maximum, donc il n'y a pas besoin de préchauffer la batterie. A priori, il est censé le faire tout seul. Hein. Alors tu vois, j'ai mis Ionity, mais apparemment, ça a l'air d'être du Total Energy. Ce qui est quand même complètement fou, c'est qu'en fait, il te met la borne qui est de l'autre côté et où on peut pas accéder, on sait, parce qu'on est déjà allé. Donc là, par contre, on va essayer d'aller charger chez Total. C'est toujours une expérience intéressante chez Total. Bon, la borne nous dit 150 kW, c'est des Alpitronic. On est à 116. La voiture nous avait dit autour de 130, 140. Donc, on va dire que ça va, mais on est toujours en dessous de ce qui est promis, malheureusement. Sylvia, il est bon ton sandwich sur l'air Total? Super bon. T'as vu que là-bas, il y a le retour du Dakar. Ils ont même notre Jeep, celle qu'on avait l'été dernier aux États-Unis. D'ailleurs, les amis, si vous avez pas vu la vidéo, elle est top, hein. Alors, il est bon ton cappuccino? Alors, non seulement il est bon, mais surtout, je peux le boire au volant sans que la voiture me punisse. Hein. Coucou Tesla. Puisque ici, on a un volant capacitif, donc il suffit de mettre 2 doigts comme ça et il vous repère, donc il estime que vous êtes suffisamment attentif. Et puis, tu vois, là, il y a des virages avec pas mal d'angles. Il suit bien les lignes. Il est globalement quand même hyper fiable. Regarde, une petite fonction que j'adore. Je mets le clignotant ici et c'est lui qui va me changer de voie automatiquement. Bon, ça fait un petit moment maintenant que ça existe, mais c'est très sécurisant, c'est très reposant aussi. Et ici, regarde, là, je suis en mode manuel, il va accélérer, il va pas freiner, donc très très confortable. Il lit les panneaux, donc si tu repasses à 110, il te remet à 110 automatiquement. Alors des fois ça bug, mais globalement ça marche quand même assez bien. Moi je dirais que le seul défaut ici, c'est les commandes tactiles pour régler la vitesse ou la voiture qui vous précède avec la distance. Mais sinon, globalement, c'est vraiment très très confortable sur la durée. En tout cas, moi je ne suis jamais embêté. Alors l'afficheur tête haute, moi je l'aime beaucoup, il y a toutes les infos, même si c'est écrit un peu petit, mais voyez, on a la lecture de panneaux, la conduite semi-autonome, on a aussi bien sûr la vitesse, les informations sur le trajet en cours, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, là, si par exemple je change de voie, il met de la réalité augmentée, donc il m'affiche, regardez la distance avec la voiture de devant, il m'affiche des petites flèches aussi, donc ça c'est extrêmement sécurisant. Après, par rapport à BMW ou à Mercedes qui ont des afficheurs tête haute, qui prennent un petit peu plus de place, notamment pour tout ce qui est itinéraire, c'est vrai que là on est un peu en retrait, mais voilà, je dirais globalement on est quand même dans le haut du panier. Alors en ville, c'est vrai que c'est quand même une grosse voiture, donc il faut vraiment l'avoir dans l'œil, ça prend un petit moment, on est quand même à 5 mètres de long, donc si vous cherchez des places, c'est pas forcément évident. En revanche, elle braque super bien, donc pour les manœuvres et tout, c'est assez pratique, elle se faufile quand même assez facilement. Alors moi, mon seul regard, regardez, là il y a un passage piéton, je vais m'arrêter, je relâche le pied. Eh bien, ça va pas jusqu'à l'arrêt complet, elle continue, alors presque jusqu'à l'arrêt complet, hein, c'est pas rédhibitoire, mais malgré le mode B avec la régénération maximale, eh bien il faut quand même utiliser de temps en temps les plaquettes de frein. Bon, ça c'est le cas dans tout le groupe Volkswagen. Hey, Sylvia, l'intérêt en Italie d'avoir une voiture électrique, c'est quoi? C'est qu'on trouve une place de parking. Bah ouais, parce que ici, franchement, on peut se garer nulle part. Et il n'y a pas encore trop de voitures électriques. Donc profitez-en. Est-ce que tu as vu cet arbre? Il est fusionné. Mais c'est incroyable. Regardez.
Allez les amis, je vous emmène à la meilleure place de l'ID7, c'est à l'arrière, regardez-moi cette voiture de président, vraiment j'ai beaucoup d'espace aux jambes, en plus c'est creusé sous les sièges, mais vraiment là c'est assez génial. Bon, un petit peu moins ici, moi je suis à 1m70, je pense que voilà, il faut pas faire plus d'1m85 pour rentrer à l'arrière de cette voiture, mais on est extrêmement bien installé, les sièges sont très confortables, ils sont chauffants, vous voyez qu'on a de la clim, des prises USB, de la sono Harman Kardon, c'est assez bien fini, c'est pas non plus une BMW i7, mais vous voyez qu'on a des beaux montants, on a une belle insonorisation, les vitres électriques bien sûr. Bon, il y a quand même quelques plastiques durs, ça c'est toujours dommage chez Volkswagen. On a, regardez, venez à l'intérieur, un petit accoudoir central, alors qui est pas incroyable, hein. On a vu des trucs plus modernes avec des repos pour smartphone, là c'est pas le cas, on a juste le double gobelet. On a la petite trappe à ski, on a une banquette alors qui est fractionnable mais qui est pas du tout inclinable, on peut pas non plus ici la tirer un petit peu, changer la position de l'assise. Bon après, moi j'ai mes petites poignées de maintien, des lumières, j'ai ce magnifique toit panoramique qui est occultant grâce à un gaz, donc ça c'est vraiment sympathique. Alors évidemment si je me mets au milieu c'est beaucoup plus dur puisque j'ai l'accoudoir dans le dos. Puis là, c'est quand même assez ferme en termes d'assises. C'est dommage parce que la position est vraiment très sympa. On voit bien la route ici, mais vraiment là, c'est pas possible. On n'a pas de tunnel, donc on pourrait mettre les pieds, on pourrait vraiment voyager. Mais là, je ferai pas des centaines de kilomètres comme ça. C'est dommage que dans des grandes berlines comme ça, on n'ait pas une option pour avoir 3 vrais sièges à l'arrière. Allez, on s'installe au poste de conduite de cette ID7. Vous voyez qu'on est très engrossé avec cette grosse console centrale, des montants assez hauts, le toit qui descend assez bas. Après, on a quand même une sensation de véhicule, on va dire, relativement premium avec ce grand écran, avec ces finitions, vous voyez ici, ces petites surpiqûres avec cette grosse console centrale, avec ce volant là qui est assez massif, très agréable à prendre en main. Moi, je dirais que Volkswagen est quand même monté en gamme par rapport à la gamme ID qui était quand même très dure en termes de plastique. Bon, faut pas trop regarder les parties basses, hein, vous voyez là, c'est quand même assez dur aussi. Il y en a qui n'aiment pas forcément ici les revêtements choisis, il n'y a pas beaucoup de mélange de matériaux. On reste quand même chez un généraliste, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Alors je vais vous montrer un truc assez casse-pied. Là par exemple j'ai Sylvia qui est en train de filmer dans la voiture et mettons que je veuille juste aller fermer le portail. Par exemple regardez, je descends de la voiture. Voilà, il fait ce petit bruit. En fait, il vous coupe tout. C'est-à-dire que si vous avez de la musique, si vous avez la clim, il vous coupe tout. Et là, il faut que je revienne à chaque fois. Et en fait, on a tout le temps cette voiture qui passe son temps à s'allumer, s'éteindre, s'ouvrir, se fermer automatiquement. On devient un peu fou, hein. Alors un autre truc, c'est quand vous arrivez dans la voiture, ce qui est bien, c'est qu'elle est tout le temps allumée, il n'y a pas de bouton allumer éteindre, ça c'est vraiment un très bon point. Après, vous mettez le pied sur le frein, vous mettez le mode D, mais en fait, la plupart du temps, moi je veux la régénération, donc le mode B, donc je passe mon temps à mettre le mode B à chaque fois. Autre truc important ici, désactiver les alertes de vitesse qui se remettent à chaque fois en place. Alors ça, je sais que c'est une législation européenne, mais je sais pas, battez-vous, votez, et essayez de faire pression pour enlever ces choses qui sont vraiment pénibles. Les alertes de survitesse, ça peut être utile chez certains, mais moi, ça me casse les pieds tout le temps, puisqu'il lit pas bien les panneaux, il a pas toujours la bonne indication. Alors on fait un petit peu le tour du poste de conduite. Je vous montre, alors sur la partie gauche, on a toujours ces boutons qui sont bien pratiques, hein, pour par exemple verrouiller la voiture, pour les rétroviseurs. Par contre, regardez, on a les vitres automatiques, mais si vous voulez effectivement baisser les vitres à l'arrière, c'est le bouton rire. Donc ça, pour économiser un bouton, ils ont mis ça, c'est vraiment ridicule. Vous voyez qu'on a des belles petites LED ici. On a voilà des poignées qui sont mécaniques. On a ici tout ce qui est phare. Bon, ça c'est du classique chez Volkswagen, de même que les commodos ici pour les essuie-glaces, les appels de phare. On a ça, c'est vraiment sur toute la gamme ID, la petite commande de boîte, le sélecteur ici. Le mode B, il suffit de faire 2 fois comme ceci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le frein, c'est le petit commodo comme ça. Alors sur le volant, on a toujours ces affreux boutons tactiles. Ils ont dit qu'ils allaient les supprimer, mais c'est pas encore le cas. Donc là, c'est pour tout ce qui est régulateur de vitesse, pour le son aussi. Et puis sur la droite, là, c'est pour régler un petit peu les écrans, pour changer de piste. Le volant chauffant aussi. Là, c'est pour changer la vue des différents écrans. Mais vraiment, ces boutons tactiles, je m'en passerais bien. Alors je vous montre aussi le petit panneau de contrôle là-haut. Ça, c'est pour le Vélum, voilà, avec le petit gaz à l'intérieur, donc vraiment très pratique. On a aussi des commandes tactiles pour les lumières, voilà, pour quand vous ouvrez les portes, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les warnings, ils sont pas là-haut, regardez, ils sont en bas. Alors je vous montre un peu les espaces de rangement. Vous voyez là, on a une bouteille d'1,5 litre, donc on a vraiment des bonnes contreportes ici. On a encore du rangement par là, avec, regardez, une double prise USB-C. Là, on est en train de recharger nos petits micros, une zone de recharge sans fil. On en a qu'une, malheureusement.
ce qui est un peu triste puisque dans la vie, en général, on est deux. Et puis, regarde, ici, on peut mettre les petites cartes de recharge. Enfin, il y a un petit espace, c'est plutôt pas mal. Le double porte-gobelet, c'est assez large hein, dans l'ensemble. On a aussi un accoudoir central donc qui s'ouvre. Et vous voyez qu'il est assez profond. En plus, ici, on a une petite zone, on peut mettre des clés. Et nous, on a vraiment réussi à mettre beaucoup d'affaires là-dedans, même une petite bouteille d'eau potentiellement. On a aussi une boîte à gants, Sylvia, si tu arrives à me montrer la place. Donc, elle est d'une bonne capacité a priori. Donc voilà, pas mal hein, niveau rangement. Vous voyez, un truc pratique, si vous avez des objets de valeur, genre des micros, par exemple DJI, hop, vous les planquez un petit peu comme ça. Vous fermez ici. Voilà, et ça se voit quasiment pas. Bon, et après, il y a le petit fil qui dépasse. Mais ça, c'est quand même assez pratique. Alors je vous montre aussi les sièges qui sont massants, y compris en dessous. Donc ça, moi j'avais vu ça que chez Mercedes. C'est vraiment très très agréable. En plus, on peut mettre la durée ici à 30 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est aussi valable pour le passager. Bon, évidemment, c'est une option assez chère. Mais si vous faites des grands trajets, ça peut être quand même assez cool. Alors un autre truc que je vais vous montrer, c'est la caméra à 360 degrés qui est quand même d'une très très bonne définition, hein, vous le voyez ici. Donc ça c'est plutôt pas mal, vous pouvez choisir votre angle si vous voulez pas abîmer vos jantes. Vous voyez que c'est vraiment bien fichu, on a toujours la vue de dessus et puis la vue comme ça sur les côtés, donc c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, regardez ici, je trouve que l'image est très très déformée. Regardez où est la voiture, elle est beaucoup plus près là, on a vraiment l'impression qu'elle est très très loin. Alors vous pouvez aussi changer un petit peu l'angle, mais ça s'améliore pas tellement, en fait ça déforme beaucoup l'image. Et je me suis fait avoir hein, plusieurs fois comme ça à faire des manœuvres. J'avais l'impression qu'il me restait beaucoup d'espace. En fait, la meilleure caméra, c'est quand même plutôt celle-ci. Celle-là, moi, je trouve qu'elle vous distrait plus qu'autre chose. Bon, sinon, on va pas non plus se plaindre. Hein. Il y a des voitures qui n'ont même pas la Bird View, n'est-ce pas Tesla? Alors, regardez les amis, on peut même nettoyer la caméra. Voilà, si on voit pas bien à l'arrière, ça c'est une fonction vraiment très pratique, surtout à la montagne, hein, en hiver notamment. Alors l'intérêt d'avoir un grand écran, c'est qu'on peut afficher toutes les commandes de clim ici en permanence, comme par exemple, vous voyez les sièges chauffants, donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi la température, vous voyez que c'est éclairé maintenant, ça c'est une grosse nouveauté. Hein. Moi je mettais assez plein ici, le bouton synchronisation aussi, voilà le recyclage, AC max, etc. Par contre c'est vrai qu'on a beaucoup de commandes ici dans le menu climatisation et notamment, regardez, pour les flux d'aération, ça c'est quand même assez casse-pied. Si vous voulez augmenter aussi le flux ici, si vous voulez, regardez ici, hop, l'air care, le mettre en route, si vous voulez mettre le dégivrage arrière aussi. Donc ça oblige quand même à aller dans ce menu et c'est vrai que pendant la conduite, c'est pas forcément génial. Alors vous voyez dans le fond là, on a une petite bande LED. Alors là elle est éteinte, mais je vous mettrai des images où elle s'allume, notamment quand vous avez le GPS qui est activé, quand vous avez une voiture qui freine devant vous très brusquement. Et ça c'est vraiment une très bonne idée. Ils l'ont conservé, c'est sur toute la gamme ID. Alors un petit mot sur ce petit écran en fait qui est commun à toute la gamme Volkswagen, même s'ils ont changé un peu le design, ça fait un petit peu plus play school, moi j'aime beaucoup. On a toutes les infos, on peut pas tellement le customiser ici, mais vous voyez qu'on a la température, on a tout ce qui est information de conduite, lecture de panneaux, conduite semi-autonome, on a aussi ici tout ce qui est batterie avec l'estimation en kilomètres, le pourcentage de la batterie, les ceintures de sécurité, le volant chauffant, la commande de boîte aussi, et puis là on a des indicateurs si on peut activer ou pas la conduite semi-autonome, le changement de voie également. Donc voilà, cet écran il reste petit, j'aurais aimé qu'il grossisse, mais l'intérêt c'est que vous voyez, peu importe votre taille, peu importe la taille du volant, il sera toujours lisible. Ça c'est quand même une bonne chose. Alors regardez, on a un assistant vocal de nouvelle génération, il s'appelle IDEA. Bonjour IDE, quel temps fait-il aujourd'hui? Désolé, c'est au-delà de mes possibilités pour le moment. Voilà, en fait, cet assistant, non seulement il se déclenche tout le temps, mais surtout, il ne sait rien faire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas vous donner la météo. En fait, il ne sert pas à grand-chose, à part mettre la clim. Et en plus, il se déclenche vraiment souvent. Donc nous, on a fini tout simplement par le désactiver. Alors ce nouvel écran de 15 pouces, il y a beaucoup de progrès, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo dédiée que je vais sortir très bientôt, donc je vous mettrai bien sûr le petit lien. Là je vais vous en parler en gros, ce que j'aime pas, mais je vais pas encombrer cette vidéo par quelque chose d'un petit peu trop long qu'on va pouvoir réutiliser pour d'autres véhicules. En tout cas si vous voulez le voir, abonnez-vous puisque je vais poster ça dans quelques jours. Alors je vous montre quand même en gros, moi ce que j'aime sur cet écran déjà, c'est qu'on a beaucoup de place. Vous voyez ici on a 3 vrais widgets, puis regardez là par exemple la console, on a vraiment beaucoup d'indications. Là on a toutes les commandes ici pour la radio, là on a toute la cartographie. En fait si vous rentrez dans une application, vous pouvez toujours revenir avec le petit bouton qui reste en permanence. On a aussi toutes les commandes de clim qui restent en bas. Ça, c'est vraiment très très pratique. On a aussi en haut, alors là, accès à toutes les applications. Moi, je trouve que ça reste toujours un petit peu fouillis tout ça, puisque voilà, on ne sait pas ce qui est raccourci, ce qui est application vraiment. Mais là, vous avez vraiment accès à tous les réglages de la voiture. Et puis, regardez, vous avez des petits raccourcis bien pratiques. Par exemple, ici, pour tout ce qui est le parc assist par exemple, là pour tout ce qui est réglage de la voiture rapide, donc on va le détailler bien sûr. Là c'est tout ce qui est assistance à la conduite, notamment voilà, enlever l'alerte de survitesse. Ici c'est les modes de conduite, mais ça par contre vous le sélectionnez, ça s'en va pas, c'est dommage, il faudrait que ça s'en aille un petit peu plus rapidement. Là tout ce qui est musique, et puis tout ce qui est batterie, optimisation, on va le détailler puisqu'on peut voilà, préconditionner maintenant la batterie manuellement, ça c'est vraiment génial.
Donc voilà, un système qui n'a pas tellement changé, mais surtout l'écran est plus grand en fait, c'est vraiment ça qui change. Et puis on a quand même un petit nouveau design. Je vous montre aussi des petits raccourcis en haut, voilà, qui sont bien pratiques pour la luminosité, pour changer de thème. Des petits raccourcis aussi ici. Vous voyez qu'il y en a toujours partout. Moi je trouve que c'est quand même un petit peu le fouillis, mais on arrive à se faire en gros sa petite grille pour après retrouver ses petits assez facilement. Regardez comme c'est joli là, la petite représentation 3D à Monaco avec le casino. Bon, je vous montre l'application mobile qui est, on va dire, relativement simple, voire simpliste, puisqu'en gros, on a accès à tout ce qui est clim et recharge. Vous allez me dire, c'est quand même le principal sur une voiture électrique. Vous voyez ici, on voit bien la puissance de charge, le temps restant aussi. Par contre, là, on peut pas régler à première vue le pourcentage de la batterie. En fait, pour ça, il faut aller dans les réglages. Alors, dans les réglages, on a beaucoup de choses. Donc, on a effectivement ce pourcentage de la batterie, le mode batterie care, là, pour l'économiser à 80% la plupart du temps, réduire le courant alternatif, déverrouiller le câble, l'utilisation optimisée de la batterie, la climatisation stationnaire, le dégivrage automatique des glaces, les zones, vous pouvez désactiver certaines zones. Après, vous avez la gestion des utilisateurs, des packs de service, ça c'est en fonction un petit peu de vos abonnements. En fait, la plupart des réglages sont ici. Alors, on a aussi un petit réglage de clim à distance, donc ça c'est pratique si vous voulez préchauffer la voiture. Vous pouvez, vous voyez, mettre la température, activer le dégivrage automatique aussi, puis vous la démarrez à distance. Là en fait il n'y a pas de réglage supplémentaire, hein, c'est juste des informations. Alors on a aussi de la localisation du véhicule, donc vous voyez ici. On a aussi de la recherche de bornes, donc ça c'est plutôt pas mal, CCS Ionity. Mais par contre ça marche pas terrible, genre là il devrait me trouver des Ionity mais on n'a pas trouvé, donc c'est un petit peu bizarre. Alors regardez, on peut faire un itinéraire, là j'ai mis Lille par exemple, donc il va me le calculer, hop on lui dit calcule-moi l'itinéraire. Et ici il m'a trouvé quand même des stations de charge, donc c'est plutôt pas mal, elles ont l'air d'être à peu près sur l'autoroute, hein, contrairement à la voiture qui m'en met pas toujours. Donc c'est plutôt bien. Après bon moi je l'ai pas trop utilisé parce que je préfère quand même utiliser des applications qui sont un petit peu plus configurables. Cela on peut pas lui dire par exemple mais que du Ionity quoi. Voilà, après on a un petit menu, regardez ici pour les différents réglages, mais c'est surtout, moi je voulais vous montrer le plug and charge qu'on peut configurer, donc ça évite d'utiliser des badges, des cartes de crédit, vous branchez comme chez Tesla sur Ionity, sur Total, il va reconnaître la voiture automatiquement. Après voilà, il y a quelques réglages d'application, des petites ici voilà, la possibilité de se faire dépanner éventuellement, tout ce qui est aide, recharge chez soi aussi, mais bon il faut se connecter à son compte. Donc voilà, une application, vous voyez, qui fait le taf, mais qui est relativement simpliste. Vous voyez, on peut même pas fermer les vitres, on peut pas fermer la voiture. Là, on voit qu'elle est déverrouillée, mais c'est absolument tout. On peut pas ouvrir le coffre, on peut pas la démarrer à distance non plus. Donc c'est assez limité quand même par rapport à la concurrence. Vraiment, Volkswagen, il serait temps de se réveiller. Les amis, après plus de 2000 km à bord de cette ID.7, il est temps de conclure. Est-ce que je vous recommande cette voiture? Eh bien écoutez, j'ai trouvé que c'est un véhicule assez homogène, qui est puissant, qui a une bonne efficience, qui a beaucoup de technologie, beaucoup d'équipements, même à bord. C'est vraiment pas mal du tout en termes de confort, en termes de prestations. On est surtout beaucoup moins cher, je vous mettrai les tarifs ici, mais que le premium allemand concurrent. Donc ici c'est quand même une proposition qui est tout à fait cohérente pour les professionnels, pour les gros rouleurs. Évidemment nous on a une version très optionnée, mais ça reste quand même moins cher que chez BM, chez Mercedes notamment. Donc chapeau Volkswagen, je trouve que la proposition est assez intéressante. J'aimerais bien qu'ils corrigent tous les petits défauts, tous les petits trucs qui nous agacent à l'intérieur, mais très franchement c'est une réussite cette ID.7, bravo Volkswagen. Voilà les amis pour cet essai de l'ID.7 dans ce décor italien absolument magnifique. Je vous rappelle qu'on a un test écrit aussi pour ceux qui veulent regarder ça à tête reposée. Bien sûr, je vous encourage à prendre un abonnement VIP, c'est pas très cher, ça nous soutient et ça nous permet d'être totalement indépendant des marques. Bien sûr, on peut liker, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Eh, on fait un blind test. Alors, les amis. Déballage avec nous. Ouais, on déballe quelques millions d'euros.